Donc, le symposium Astra, Voilà. c'est pour une meilleure prise en charge du syndrome coronarien aigu. Donc, le symposium est animé par le professeur Htaoui. Bien, merci, cher ami. Merci à l'AMCAR, merci au bureau organisateur et on remercie bien sûr le laboratoire AstraZeneca. Et on choisit cet intitulé exactement dans la suite de cette séance réservée à la maladie coronaire. Alors, je ne vais pas être long. J'aurais même pu m'arrêter à cette diapositive qui résume tout. Et bien sûr, il va falloir quand même la décortiquer et l'expliquer, c'est ce que je vais faire à l'avance. Donc, meilleure prise en charge d'un syndrome coronarien aigu, veut dire d'abord, comme l'a bien dit le professeur Martin Gillard tout à l'heure, c'est le diagnostic. Et le diagnostic, il va falloir faire rapidement, bien sûr en se basant sur la présentation clinique du malade, sur l'ECG et sur les protocoles de troponine à H0, à 1 heure, voire même à H3. Et donc, ça reste une histoire pour qu'on offre une meilleure prise en charge. Ça reste une histoire quand même d'organisation des filières de soins, d'admission du malade et pas forcément, il ne dépend pas forcément que du cardiologue. Et après, bien sûr, le malade doit être rapidement étiqueté. Est-ce qu'il a très haut risque, auquel cas il aura besoin d'une angioplastie dans les 2 heures, ou à haut risque dans les 24 heures, ou probablement son angioplastie peut attendre et même pourra passer par des tests d'ischémie éventuellement. On passe à la deuxième phase de l'optimisation, c'est celle qui concerne beaucoup le cardiologue, c'est le traitement qu'il va mettre. Et j'oublie pas bien sûr, by the way, de dire que beaucoup d'avancées ont été faites, même au Maroc, on doit les maintenir. Le fait pratiquement de généraliser la voie radiale à tous les patients, même ceux qui sont admis en syndrome coronarien aigu. On a beaucoup de choses à faire encore une fois sur la revascularisation complète dont j'ai parlé tout à l'heure et l'importance d'instaurer une heart team pour ces patients qui, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont pas mal de fois, c'est des malades qui sont tritronculaires et pour lesquels il faut une discussion quand même avec le chirurgien par la suite. Et donc moi je vais focaliser essentiellement sur le traitement antithrombotique et vous l'avez compris, c'est surtout sur la notion de DAPT qui est une histoire longue et ancienne, hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui et pourtant on continue à avoir des mises à jour, des recommandations sur la question. Autant vous dire que ce n'est pas toujours simple et des fois on a besoin de prolonger, on a besoin de réduire sur quels critères, etc. Et chacun de nous a des histoires là-dessus de patients qui ont thrombosé ou des patients qui ont saigné, on ne sait pas trop c'est dû à quoi. Et donc, je reprends rapidement dès le début que depuis l'étude CURE, ça fait maintenant une vingtaine d'années, qu'on sait que cette DAPT n'est plus question de la discuter, c'est obligatoire quand on traite un patient dans le contexte d'un syndrome coronarien aigu, ne serait-ce que pour réduire bien sûr les thromboses de stent. C'est ce qu'on connaissait avant. Et par la suite est venue les nouvelles, plus nouvelles, les P2Y12 plus puissantes, on va dire, et on a au Maroc que le ticagrelor, et donc je pense que parmi les amis ici présents, on se posait la question il y a quelques années, quand est-ce qu'on va l'avoir, et puis on l'a eu, puis maintenant il va falloir qu'on l'utilise comme le disent les recommandations. Donc on l'attendait essentiellement parce que c'est quand même une molécule qui a un délai d'action très court, très rapide, donc ça nous permet d'avoir un blocage de l'agrégation plaquettaire de façon plus rapide que ce que peut proposer ou la donner le clopidogrel et surtout aussi pour son effet on-off qui est aussi intéressant puisque l'effet anti-agrégant disparaît après l'arrêt au bout de 5 jours. Alors, les données de l'étude Plateau ont confirmé que le ticagrelor fait mieux en termes de réduction d'événements composites. Là, on ne parle pas que de thrombose de stent, mais aussi d'autres choses, hein, d'infarctus spontané autres, d'AVC, etc., ben, il fait mieux que le clopidogrel. Et bien sûr, il le fait mieux que le malade soit revascularisé ou non, et bien sûr, au prix pratiquement d'un... Si on prend les malades en vrac, il n'y a pas de surrisque de saignement, hein, si on prend tout. C'est ça la question, c'est qu'au bout d'1 an, on aura une équivalence entre ceux qui ont pris du clopidogrel ou ceux qui ont pris du ticagrelor, mais c'est parce que dedans, quand même une grande étude, il y a des patients à risque faible, à risque ischémique faible, à risque ischémique élevé, d'autres à risque hémorragique, et on mélange tout, on ne voit pas vraiment la différence. En tout cas, les recommandations européennes, mais même ailleurs, ils sont unanimes là-dessus, ils donnent un niveau de preuve assez élevé pour l'utilisation de ces
P2Y 12 puissant, encore une fois, au Maroc, on parle que du ticagrelor, à la place, bien sûr, du clopidogrel, qu'on laisse dans le contexte du syndrome coronarien aigu. J'insiste là-dessus, je ne parle pas du syndrome coronarien chronique, on le laisse au cas où on n'a pas de disponibilité du ticagrelor ou quand il est contre-indiqué. Deuxième point important, c'est ce que j'ai mis en gras, la durée, elle est de 12 mois. C'est la durée standard, c'est ça ce qui devrait être fait sans discussion, sauf dans des cas particuliers où on doit réfléchir, parce qu'on a besoin quand même de raisonner devant nos malades. Alors, pourquoi? Parce que l'histoire de thrombose de stent, comme l'a bien dit tout à l'heure mon ami Kamel, hein, les thromboses de stent, maintenant, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est d'actualité, ne serait-ce que les thromboses aiguës et subaiguës, bon, ils sont souvent dus à des problèmes mécaniques de malapposition ou de non-expansion du stent parce que la lésion était calcifiée ou la réendothélisation qui était faible, etc. Ça, c'est vrai, mais les thromboses tardives, ils existent, probablement pour d'autres raisons, et certainement chez les malades qui ont un risque ischémique élevé. Les thromboses de stent, ça devient aussi une histoire plus banalisée parce qu'actuellement, on utilise des stents de dernière génération, à maille plus fine, et bien sûr avec des polymères actuellement biodégradables, voire carrément free de polymères. Et donc, ça nous aide certainement à réduire le thrombose de stent à moins de 1%, et c'est la vérité aussi au Maroc, hein, on utilise des stents actuellement au moins de deuxième génération, voire troisième, quatrième génération. Donc, en principe, ce problème de thrombose de stent devrait être relégué au deuxième lieu, et comme l'a dit Kamel tout à l'heure, sauf dans les situations où le malade a eu l'angioplastie s'est passée avec des conditions particulières, il faut les signaler pour que le cardiologue traitant en tienne compte dans le contexte de prolongation de cette DAPT. Donc, on s'est dit, avec les thromboses de stent qui deviennent plus faibles, pourquoi pas raccourcir tout simplement. Ça aiderait aussi sur le plan financier que pour le malade aussi qui va se débarrasser d'une double antiagression plaquettaire. Alors, l'étude, je prends juste une seule étude, l'étude Stop DAP2, elle était même allée très loin, en proposant au bout d'un mois, après une angioplastie, de premièrement faire une déescalade. Si le malade avait du prasugrel, on passe au clopidogrel. Et deuxièmement, au bout d'un mois, on arrête. On garde que le clopidogrel et on le compare bien sûr avec l'autre bras qui va garder une association aspirine-clopidogrel. Premier résultat, c'est que si on prend les malades Coulomb en vrac, il n'y a pas de différence sur le plan critères combinés, ischémique et hémorragique. Très bien. On regarde maintenant le Stop DAP2 à ACS, c'est-à-dire on prend que les patients qui avaient un syndrome coronarien aigu. Dans cette étude, on remarque aussi pour le critère combiné, ischémique et hémorragique, pas vraiment de différence, tant mieux, mais attention, pardon, mais il y a une différence, puisqu'on voit que la stratégie arrêt de pédigrose au bout d'un mois, elle était soldée d'une surélévation d'événements, et notamment d'événements ischémiques. C'est là où c'est très clair. Et puis avec un petit risque, sur-risque hémorragique, quand on prolonge la double antiagression plaquettaire. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette étude? Les choses ne sont pas aussi simples. On ne va pas juste se dire, bon, tiens, aujourd'hui, on fait bien notre travail en salle de cathé, on utilise des stents de dernière génération, autant arrêter la bithérapie au bout d'un mois. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je crois que parmi les commentaires quand même à cette étude, c'est qu'il fallait soit, quand on voulait raccourcir, probablement prendre le relais avec un antiagrégant plus puissant que le clopidogrel, ou au moins ne pas arrêter à 1 mois, peut-être 3 mois, 6 mois, ou probablement, et ça c'est encore le mieux, c'est le message que j'essaie de passer, c'est de tâcher à identifier les patients à haut risque hémorragique. Ceux-là, réellement, ils tirent bénéfice du raccourcissement de la double antiagression plaquettaire. Pour les autres, il faut rester sur le standard qui est 12 mois. Alors, justement, quand on revient à l'étude plateau, et en analysant un peu les deux courbes tout à l'heure qu'on avait entre le ticagrelor et le clopidogrel, et en les scindant en deux, on voit qu'au bout d'un mois, oui, le ticagrelor fait mieux que le clopidogrel, mais on peut imaginer c'est parce qu'il va réduire le taux de thrombose de stent. Mais quand on met les compteurs à zéro, au bout d'un mois, on voit encore la même chose, les courbes divergent, c'est-à-dire que le ticagrelor continue à avoir une action quand même
plus importante en termes de protection ischémique par rapport au clopidogrel. Donc, ça réconforte un peu ce qu'on a dit dans les recommandations. Ce qui nous amène à l'étape avant-dernière de mon topo, c'est si on veut changer, raccourcir ou même prolonger, on est obligé de passer par la case évaluation du risque ischémique hémorragique. On doit se poser ces deux questions. Dans quelle situation on est amené à prolonger? Dans quelle situation on est plutôt amené à réduire? La situation où on est amené à prolonger, bien sûr, c'est celle où on a un patient comme ça. Et là, c'est vraiment du bon sens clinique, tout simplement. Vous savez très bien qu'un patient à haut risque cardiovasculaire, diabétique, ayant une maladie rénale, artéritique, multitronculaire, qui se présente en ayant plusieurs stents, qui a eu déjà un antécédent d'un infarctus ou d'une thrombose de stent, etc., le bon sens clinique veut que ce genre de patient soit considéré comme à risque thrombotique élevé, et donc la tendance c'est de au moins garder cette double antiaction plaquettaire pendant 1 an. Donc je ne reste pas long sur cette question parce qu'elle est assez claire. Maintenant, le deuxième volet, quand est-ce qu'on veut réduire? On réduit uniquement dans 2 situations. Identifier le patient à haut risque hémorragique, qu'on appellerait HBR, et puis la situation où on aura besoin de 3 traitements, c'est-à-dire quand il a une anticoagulation curative associée. Pour le premier cas, on recommande 2 scores. Bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les scores, mais on peut au moins voir ces scores, soit les utiliser parce qu'ils existent sur tous les smartphones, soit au moins s'en inspirer, voir les critères qu'ils utilisent. Par exemple, le Precise DAPT, lui, il utilise l'hémoglobine, l'âge, le taux des globules blancs, la créatinine, et puis si le malade avait des antécédents d'hémorragie. Que du bon sens clinique. Parce que si j'ai un patient âgé, plus de 75 ans, je vois déjà que ton taux d'hémoglobine il est à 10, par exemple, et elle a des globules blancs élevés. Et là, je vous invite à faire des CRP dans le contexte d'un syndrome coronarien aigu. Ça aide énormément à imaginer un peu disons, le contexte thrombotique dans lequel le patient est, et bien sûr à décider d'une prolongation ou non du traitement. Mais en utilisant ce score, on pourra être à l'aise, parce que quand il est plus de 25, on sait que c'est des patients qui sont à haut risque hémorragique. Et on sait que malheureusement, les patients à haut risque hémorragique, ce n'est pas une histoire simple. Même s'ils sont à haut risque hémorragique, en fait, ils sont en même temps à haut risque ischémique. C'est-à-dire ceux qui sont HBR vont avoir plus d'événements, et a fortiori si on associe ça à une angioplastie complexe. Par contre, ce qu'on sait clairement, c'est que les HBR vont saigner plus que le malade ait une angioplastie simple ou non. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En regardant aussi cette analyse de l'étude Precise DAPT, on va regarder en bas sur le critère NACE, c'est-à-dire on va mélanger les deux, le risque ischémique et hémorragique, et en bas on voit que finalement, quand les patients ont un score plus de 25, le mieux c'est de raccourcir la double antiaction plaquettaire, même ils restent quand même à risque ischémique un peu plus élevé, mais le mieux c'est de ralentir, plutôt de raccourcir. Alors on va aussi recommander ce score-là, l'ARC HBR. Là aussi, on peut utiliser le bon sens clinique et regarder les critères qui ont été utilisés, qui ont validé quand même dans au moins 2 cohortes. J'encercle ici les critères majeurs. Cliniquement, un patient qui a un problème hépatique, une insuffisance hépatique, qui a un cancer, qui est actif, qui a une thrombopénie, qui a déjà saigné, qui est sous anticoagulant, qui va avoir une chirurgie qui est à risque hémorragique, forcément, il est HBR. On n'a même pas besoin de calculer le score. Et puis, il y a d'autres critères qui sont intermédiaires. Le patient qui a une maladie rénale, ça dépend de la sévérité de la maladie rénale. Celui qui a une anémie, ça dépend bien sûr du taux d'hémoglobine. Est-ce qu'il est à 11, ou est-ce qu'il est à 10, ou est-ce qu'il est à 9? C'est vraiment pas la même chose, etc. Le patient qui a déjà saigné. Donc tout ceci peut nous amener à, je passe sur ce point-là, peut nous amener à, si on a un critère majeur ou 2 critères mineurs de ceux que j'ai présentés, c'est un patient à haut risque hémorragique et donc je peux envisager de réduire le traitement. Alors, dans les recommandations, qu'est-ce qu'on nous dit? On reste sur la règle, c'est-à-dire 12 mois. Quand il est à haut risque, au très haut risque hémorragique, on n'utilise que le clopidogrel, et non pas le ticagrelor, et puis on peut réduire à 3 mois, voire à 1 mois. Là, on a le droit de le faire. Mais quand le patient
n'est pas à haut risque hémorragique, plutôt à risque faible, on prolonge jusqu'à 1 an. Et il y a aussi une étude Twilight qui propose qu'on passe au bout de 3 mois, qu'on laisse une monothérapie, mais cette fois-ci avec le ticagrelor seul, et on élimine l'aspirine. Mais sachez que quand même, c'est pour des patients à risque ischémique faible. Et plus le risque ischémique est élevé, la règle, encore une fois, c'est 12 mois de antiagression plaquettaire. Deuxième situation, et la dernière, c'est celle des malades qui sont déjà sous anticoagulants. Et là, je vous fais rapidement la conclusion sur cette méta-analyse qui regroupe toutes les études faites dans ce sens. L'étude VOST avec les AVK, Rudiol PCI, Pioneer, Antrast et Augustus, qui était la dernière avec la Pixavon. Tous sont d'accord sur quand on réduit, bien sûr, la durée de cette trithérapie, et bien sûr, on gagne sur les saignements, quel que soit leur type. Les résultats de ces études peuvent être appliqués au syndrome coronarien aigu, surtout pour les AOD, parce que c'est là où on a inclus une bonne partie de malades, 50%, 51%, qui ont un syndrome coronarien aigu. Donc, et c'est d'ailleurs ce qui se dégage dans les recommandations, un AOD de préférence, et puis si le malade, la stratégie c'est toujours 12 mois, mais seulement la trithérapie, c'est elle qui va être minimisée à 1 semaine, et après la bithérapie va tout simplement faire sauter l'aspirine et garder l'anticoagulant avec un P2Y12 qui serait ici un du clopidogrel. Et quand le malade encore est à haut risque hémorragique, on va juste jouer sur cette trithérapie qu'on va probablement, s'il est à haut risque hémorragique, on va réduire la bithérapie. S'il est à haut risque ischémique, on va prolonger la trithérapie pendant 1 mois. Donc, en résumé, quand le malade est sous anticoagulant, la règle c'est garder une trithérapie, mais qui contient un AOD et du clopidogrel pendant 1 semaine. On peut pousser à 15 jours, à 1 mois s'il est à haut risque ischémique, sinon on garde 1 semaine et on fait sauter l'aspirine et on garde l'AOD avec le clopidogrel. Ainsi, j'arrive finalement à la plaque avec laquelle j'ai commencé, que le bon sens, maintenant, c'est si la stratégie elle est connue, au bout d'un an, il faut garder le DAPT, le bon sens clinique pousse à dire qu'il faut toujours évaluer et le risque ischémique des malades et le risque hémorragique avec des scores adaptés. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans la conclusion, avec des scores adaptés ou alors avec le bon sens clinique pour finalement décider, raccourcir, prolonger ou non. Et je vous remercie. Merci, professeur Hataoui, pour cet exposé très brillant et exhaustif. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Donc, effectivement, ce qu'on a retenu, c'est effectivement un inhibiteur potent de la P2Y12 doit être associé à l'aspirine pour au moins 12 mois pour traitement essentiellement des syndromes coronariens aigus. Après, on jugera en fonction du risque ischémique et hémorragique pour la durée, est-ce qu'on prolonge ou pas, est-ce qu'on raccourcit ou pas. Vous avez aussi parlé de la déescalade. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait la faire systématiquement, quel que soit le risque ischémique ou hémorragique, ou bien il va falloir probablement une évaluation plus fine, ou est-ce que c'est du cas par cas, ou vous pensez que c'est une stratégie tout à fait légitime, parce qu'il ne fait pas encore partie, je pense, des recommandations, en tout cas, de la anti-agrégation plaquettaire les derniers, en 2020. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mis à part le côté économique, parce que je pense quand même qu'un patient qui a eu un syndrome coronarien aigu, qui a été dilaté, il a quand même dû débourser de l'argent. Et donc, de toute façon, les recommandations sont là, sont claires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on attendait quand même un P2Y12 qui soit plus puissant que le clopidogrel. Et dans le contexte d'un syndrome coronarien aigu, il fait sa place. Après, on fait la déescalade. Moi, je pense que pour qu'il y ait un message simple et clair, il faut plutôt tenir compte du contexte La règle est 1 an. Et si je pense que le patient est à haut risque hémorragique, vaut mieux le prouver. Le prouver avec les scores qu'il faut, ou alors au moins avec des critères qui, le bon sens clinique dit que non, mon malade, il est à haut risque hémorragique. Dans ce cas-là, personne ne vous oblige à garder cette double injection plaquettaire. Et là, soit on raccourcit, soit on a le droit, comme vous l'avez dit, faire une déescalade et descendre d'un puissant vers un moins puissant qui est le clopidogrel, et ça permettrait de réduire le risque hémorragique. Du coup, la déescalade, c'est plutôt le patient à haut risque quand même hémorragique, après 1 mois.
Oui, Quand après on un fait mois, le et donc, switch, c'est une c'est pas stratégie pour finale. le tout venant, enfin, c'est pas pour tous Oui, oui. tous les patients, mais c'est plutôt... Mais on peut opposer deux stratégies. Vous le faites à un mois, donc vous gardez l'aspirine avec le clopidogrel. On peut l'imaginer aussi autrement, c'est de garder 3 mois et de faire sauter l'aspirine et garder un P2Y12 plus puissant. Donc finalement, il y a plusieurs sauces. Hein. On peut faire ce qu'on veut. L'essentiel, c'est ne pas le faire de façon systématique chez tout le monde et de repérer celui chez qui je veux faire ça. Et après, Moi, je faisais on plutôt choisit référence à l'étude topique qui a finalement pas distingué au risque hémorragique, pas au risque hémorragique, et a tout de suite switché après un mois vers le clopidogrel au lieu d'un inhibiteur potent de la PDY12. Il y a d'autres études aussi qui disent autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On a le droit à une petite question. Alors, qu'est-ce que tu fais pour les patients qui ont Immunocar pour la bithérapie? Ok, ça c'est une question intéressante qui ne rentre pas dans le topo. Minuca, est-ce qu'il faut le mettre sous double antiagression plaquettaire, c'est ça? Moi honnêtement, je ne vois pas l'intérêt, mais je ne suis pas forcément spécialiste des Minuca, hein, mais je ne vois pas l'intérêt. Je ne sais pas, est-ce que... Je pense qu'il y a une dernière étude qui a démontré l'intérêt du ticagrelor chez les patients avec une atteinte de la microcirculation. Et ils ont comparé le clopidogrel avec le ticagrelor et avec des études de physiologie invasive endocoronaire, ils ont bien démontré qu'avec le ticagrelor, on améliore bien la microcirculation coronaire. Je ne sais pas, les experts avec nous, est-ce qu'ils peuvent éclaircir ce point? Après, tout dépend de l'étiologie du Minuca. Oui. Si je peux prendre la parole. Oui. Juste par rapport au Minuca, donc c'est un infarctus. La présentation clinique, c'est un syndrome coronaire. Okay, donc l'indication de la double antiagression plaquettaire, elle est de remonter de classe 1A pendant 12 mois. Parce que ce n'est pas le volume de la plaque qui pose problème, mais c'est la charge thrombotique provoquée par la rupture de cette plaque qui peut tuer le malade. Donc nous, on n'est pas habitué à faire de l'imagerie endocoronaire, mais on a souvent des cas de patients qui se présentent pour des douleurs thoraciques en urgence, avec des tropopluses, on fait la coronarographie et on conclut anormalement que c'est la coronée normale. Alors qu'ailleurs, on peut faire de l'angiographie endocoronaire, on peut trouver une érosion de plaque d'athérome. Et à tort, on peut faire sortir le malade sans traitement antiagrégant plaquettaire, et la semaine d'après, il peut faire un authentique infarctus et revenir avec une artère occluse. Donc si vous dites Minuca, ça sous-entend que vous avez fait une imagerie endocoronaire et que vous avez confirmé la présence d'une plaque instable. À ce moment-là, l'indication de la double antiagression plaquettaire, elle est recommandée avec un niveau de preuve 1A pendant une durée de 12 mois. Voilà. Oui, mais ça, si tu as prouvé qu'il y a une plaque ulcérée, etc., oui, personne ne discute. Mais si nous, on parle bien sûr des suppositions de Minuca, oui, c'est ça la question. Vous n'avez pas de preuves. C'est ça la nuance en fait. Quand on dit Minuca, c'est un infarctus avec des artères coronaires angiographiquement saines. Mais là, je vous dis, il y a l'option de l'imagerie endocoronaire. Ça va au-delà du produit de contraste. On est en train d'étudier la paroi coronaire, et c'est là on va trouver des plaques d'athérome qui ne sont pas visibles en angiographie ou qui sont moins de 30% en angiographie. Mais si on évalue la constitution de cette plaque d'athérome, on voit très bien qu'il y a une érosion de plaque d'athérome. Et parfois même un thrombus qui n'est pas apparent sur l'angiographie coronaire. Donc, ce sont les limites de la coronarographie à la phase aiguë. Et d'ailleurs, c'est la définition du Minuca. Voilà. Par contre, moi j'ai une autre question, si on peut poser une question. Allez-y. Si vous avez des malades stentés et qui sont en arythmie, en EFA, quelle molécule, à quelle dose vous utilisez les AOD? Si vous avez à choisir entre apixaban, rivaroxaban et le troisième là. Le dabigatran. Alors, à quelle dose? Moi, pour le rivaroxaban, ce serait une dose réduite. Hein. Ce ne serait pas la même dose de protection de la fibrillation, c'est-à-dire c'est 15 mg, et non jamais à 20 mg. Mais pour l'apixaban, la dose est la classique. Hein. C'est 5 × 2, comme d'habitude. C'est ce qui a été fait dans le protocole de l'étude Augustus. Et ça a été validé, aucun problème.
vous l'avez très bien dit, donc dans l'étude pionnière, en fait, ils ont comparé la bithérapie de 15 mg avec le clopidogrel, mais ils ont comparé aussi la triple thérapie à 2,5 de rivaroxaban avec l'aspirine clopidogrel. Oui. Sachant bien que le 2,5 et le 15, ce n'est pas des doses qui ont prévenu l'accident vasculaire ischémique ou l'accident embolique dans les études qui ont donné l'AMM au rivaroxaban. Donc comment on peut donner ces doses faibles à ces patients-là en espérant prévenir un accident embolique? D'ailleurs, c'est les limites de l'étude pionnière et c'est écrit dans la discussion. Absolument. Je pense que même on l'a comparé à l'étude Compass, mais moi, je n'ai pas voulu évoquer cette histoire de 2,5, mais j'ai voulu insister sur la dose de 15 mg au lieu de 20, c'est vraiment importante. La dose qu'on a l'habitude d'utiliser dans la FA ne serait pas la même quand on passe à une trithérapie. Et effectivement, c'est une des critiques qui ont été émises donc, à l'encontre de Pioneer, c'est-à-dire qu'on a utilisé des doses qui n'ont pas prouvé leur efficacité dans la fibrillation atriale. Donc, c'est la nuance donc, à laquelle il veut faire allusion. J'ai une autre question pour toi, professeur Hataoui, donc, concernant la durée de prolongation. C'est une question difficile. Hein. La durée de prolongation donc, de la anti-agrégation plaquettaire au-delà de 12 mois et avec quelle molécule? Oui, c'est une très bonne question. Hein. La prolongation au-delà de 12 mois jusqu'à 30 mois, ça a été bien sûr... avant qu'on commence à parler énormément de l'importance du risque hémorragique, c'était pratiquement la chose qu'on prenait hein, depuis un certain temps. Et c'était surtout pour les malades qui ont toujours, encore une fois, un risque ischémique élevé, jugé sur des paramètres anatomiques, par exemple. Je ne sais pas, moi, le malade a eu une angioplastie complexe et on a fait un tronc et des bifurcations très difficiles et le résultat n'était pas très optimal. Et personne n'a envie, au bout de 12 mois, d'arrêter cette double antiagression plaquettaire, surtout si, durant cette durée-là, il n'a pas saigné et qu'on a réévalué le malade et on a trouvé qu'il n'est pas à haut risque hémorragique. Donc là, on peut prolonger. Avec quelle molécule, c'est pas tellement... pour l'instant, ce n'est pas tellement la chose la plus importante. Ce serait probablement avec du clopidogrel et de l'aspirine jusqu'à 30 mois. Mais il y a d'autres essais qui essaient même avec le ticagrelor, mais dans ce cas-là, en monothérapie, c'est-à-dire tout seul, au-delà de 12 mois. Encore une fois, si le malade est à risque hémorragique faible et qu'on juge qu'il a, je ne sais pas moi, il a un risque ischémique élevé, il est jeune, il a déjà fait un infarctus, on a mis plusieurs stents, s'arrêter à 12 mois, pourquoi? On peut prolonger. Et même le caractère aigu ou stable de la coronaropathie de base, il rentre dans le critère de jugement. Si c'est stable, on dit qu'il n'y a probablement pas d'indication à continuer au-delà de 12 mois. Donc, il y a plusieurs études faites dans ce sens. Mais si, quand il s'agit d'un syndrome coronaire aigu avec des lésions assez complexes, effectivement... Juste une petite précision. Quand j'ai dit on peut continuer avec le ticagrelor, mais c'est à la dose de 60 qu'on n'a pas au Maroc. Donc, en fin de compte, ce sera le clopidogrel aspirine. Il y a aussi le rivaroxaban qui a été... évalué à 2,5 2 fois par jour, mais essentiellement chez les artéritiques, je pense.